Merci beaucoup Moustapha. Et je vous signale au passage que nous avons Dabakh Malik, un activiste que nous connaissons tous sur le milieu sénégalais. Sincèrement, il est derrière Ousmane Sonko en train de faire un travail colossal. Et aussi, je pense que Samba est aussi en ligne. Samba depuis le Norvège. Donc, je pense que, professeur Baloubi, pour commencer, je pense que la question que je vais te poser est quelle influence Ousmane Sonko est en train de donner aux Sénégalais? Parce que nous avons constaté que c'est lui seul qui a pris le Macky Sall tôt pour parler avec lui et le faire descendre parce qu'on a constaté que Macky Sall, il travaille avec l'impérialisme. Donc, professeur Baloubi, qu'est-ce que tu penses de l'influence de Ousmane Sonko en 2024? Merci, Malik Sall. Vraiment, nous devons remercier Sonko. J'ai connu le Sénégal à travers l'histoire, la géographie quand j'étais au lycée, et puis à travers aussi le poète béninois, j'ai nommé l'inspecteur Eustache Prudencio, qui disait dans l'un de ses romans, dans ses poèmes d'ailleurs, il aimait beaucoup citer Ziguinchor. Alors, j'ai fini par comprendre ce que c'est que Ziguinchor. Je peux conclure allègrement, sans le moindre risque de me tromper, que Ziguinchor, pour l'Afrique et pour le Sénégal, est un trésor. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à Ousmane Sonko qui m'a permis de voir un autre visage du peuple sénégalais, du pays, le Sénégal, le pays donc de Senghor, le pays de Ziguinchor, ce pays qui est un trésor. Le pays où, au fait, la démocratie est définitivement en train de prendre un chemin très tortueux, où il y a beaucoup d'épines, il y a la boue, et c'est glissant, mais le Sénégal, vous parviendrez au bout de votre objectif, parce que la destination, comme je vais trahir un secret, j'ai présenté les vœux à l'un des présidents, pas des moindres du pays qui est le Bénin, et ce président, c'est lui qui a commencé la transition démocratique, le renouveau démocratique au Bénin. Il a pour nom Nicéphore Dieudonné Soglo. Ce soir, je lui ai présenté mes vœux et comme d'habitude, il m'a parlé de l'Afrique. Il rêve de l'Afrique. Il a fêté il y a à peine quelques 2 ou 3 semaines son 93e anniversaire. Il me charge de vous remercier, de remercier Tempo Afrique TV qui effectivement fait un travail formidable, me dit-il. Il a dit, il rêve pour nous d'une Afrique véritablement intégrée, et si ça ne peut pas arriver tout de suite de toutes les façons, il voudrait que la zone de l'ouest de l'Afrique occidentale, qui fera près de 500 millions d'habitants, se retrouve comme une fédération. Alors, je pense que c'est cela aussi la vision de Sonko, la vision donc de son mouvement. Mais il faut commencer véritablement par le Sénégal, parce que l'Afrique ne sera jamais forte si chacun de ces enclos il aime l'appeler, je veux nommer Pacimpia Balosiwe, les enclos coloniaux. Décolonisons nos mentalités pour enfin suivre cette voie que nous montre Sonko. Et Sonko pour nous, c'est un autre Sankara, c'est un autre Mandela. Eh bien, je ne peux pas m'arrêter, Malik Sall, sans dire que votre pays, qu'est-ce qu'il est beau. Nous l'avons connu à travers la littérature, mais une littérature engagée. J'ai connu aussi le Sénégal à travers les Diop. Et je peux en nommer au moins 3. David Diop, Birago Diop, et puis enfin, Cheikh Anta Diop. Merci à vous, Sonko. Merci, peuple sénégalais. Soyez résilients, soyez forts. La victoire est pour vous. Merci infiniment. Merci le professeur Baloubi, et je pense que ça a été vraiment pertinent de ta part. Donc je vais aller du côté de Serge Niawa. Serge Niawa, un journaliste international que tout le monde connaît, animateur de grands débats. Serge, tu as couvert Ousmane Sonko, par exemple, durant presque 2 ans ou 3 ans, où tu es en train de faire des programmes allant dans ce sens. Serge Niawa, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'influence de Sonko dans ce monde, et surtout plus précisément en Afrique? Qu'est-ce qui a le plus marqué
marqué ton rôle de journalisme sur l'évolution de Ousmane Sonko? Qu'est-ce qui t'a marqué, Serge? Malik Sall, encore une fois de plus, merci. Comme je l'ai dit au début de cette émission, une émission en tout cas qui va quand même permettre à l'année 2023 de rentrer en tout cas quelque part pour accueillir l'année 2024. Et depuis cette année, je pense que durant 3 années, nous avons cherché à quand même faire valoir ce que de droit concernant les informations, les actualités au niveau du Sénégal et au niveau de toute l'Afrique entière. Mais ce qui nous a plu beaucoup, c'est que au niveau du Sénégal, il y a eu du jamais vu. Prenons le cas de Macky Sall, qui a quand même épaté le Sénégal. À son arrivée, il a lutté comme Ousmane Sonko, il a été formé par Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Macky Sall a quand même prouvé. Mais les Sénégalais ont cru qu'en votant aujourd'hui Macky Sall, il devait avoir toute cette légalité, en tout cas constitutionnelle, et puis la démocratie, mais ça a été quand même le contraire. Il y a quelqu'un qui se lève contre, en tout cas, la mauvaise détermination de Macky Sall pour dire les Sénégalais, vraiment je place d'abord, en tout cas, la démocratie sénégalaise, mais ce qui est bon pour le Sénégal dans un premier temps. Et c'est quelqu'un qui se bat non seulement pour le Sénégalais, mais la jeunesse sénégalaise. Ça a été le cas de Macky Sall. Le programme de société de Ousmane Sonko épate ce monde entier. C'est pour cette raison. On ne veut pas que Ousmane Sonko soit président. Parce que si demain il est président, avec son plan de gouvernement, je pense que ça va changer un autre visage de l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Mais Ousmane Sonko, c'est totalement un panafricain qui sort de l'ordinaire. Il a quand même cherché à mettre non seulement son programme en vue, mais écrit un livre, c'est essentiellement en disant au Sénégal, en disant à toute l'Afrique, voilà mon programme. Mais en voyant ce programme aujourd'hui, c'est la détermination de la jeunesse du Sénégal. Alors, la jeunesse sénégalaise qui aujourd'hui, en tout cas, qui a le chaos sur le plan, comment je peux appeler ça, travail, il n'y a pas d'emploi. Cette jeunesse, elle va totalement immigrer. Elle a toutes les conséquences qui prévaut. Aujourd'hui, là où je suis en train de parler, il y a des Sénégalais qui sont partis. Donc, l'immigration clandestine a quand même été un fléau pour le Sénégalais. Mais Ousmane Sonko a dit, je ferai de sorte que tous les Sénégalais ne partent plus à l'extérieur du pays. Mais c'est ce que nous demandons. Ce n'est pas parce que nous sommes journalistes que nous voulons être derrière Sonko. Mais nous sommes neutres, mais c'est ce qui est bon que nous suivons. Si Ousmane Sonko prend demain les rênes de pouvoir et qu'il fait la même chose que M. Macky Sall, il va nous avoir sur son chemin. Donc je pense que le fait que Ousmane Sonko soit aujourd'hui dans le cœur de la jeunesse africaine, c'est parce qu'il a un plan de gouvernement qui permet à toute cette Afrique de sortir de l'ornière. Il a une vision qui permet aussi à la jeunesse de ne pas trop souffrir. Il a une vision qui permet aussi à la ménagère de rester en tout cas déterminée. Il a une vision qui permet à tous les Sénégalais de ne plus pleurer. Donc Malik, je pense qu'aujourd'hui, avec la réintégration de Ousmane Sonko sur la liste, je pense que le président Macky Sall trouverait encore plus mieux en intégrant Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko ne vient pas pour essayer de démettre Macky Sall, mais il vient pour permettre à Macky Sall aussi de voir ce qu'il peut, de voir son programme de gouvernement. Donc, je pense bel et bien, le président Macky Sall ferait mieux, non seulement de pouvoir ne pas crédibiliser la justice, ne pas mettre vraiment un garant sur la justice ou bien transformer la justice. On l'aime bien, on l'aime bien. Il va falloir qu'il soit là pour servir de conseil. Mais il ne faudrait pas qu'il n'introduise pas les autres. Il faudrait que cette présidentielle soit vraiment inclusive. Il ne faudrait pas que le président Macky Sall vienne demain pour qu'il s'impose
et on voit peut-être un autre chemin, visiblement, de cette belle Côte d'Ivoire. Il ne faille pas que Macky Sall, en tout cas, trouble le sommeil des jeunes Sénégalais. Raison pour laquelle les Sénégalais ont toujours dit, allons doucement, doucement, comme la tortue, on va y arriver. Merci. Je pense que le fait que Ousmane Sonko a été emprisonné, est-ce que vous avez vu les Sénégalais, en tout cas, se manifester? Ils se sont quand même calmés, parce qu'en se manifestant encore, ils vont dire que Macky Sall va prendre le dessus. Bon, il va encore emprunter une autre loi pour dire on va aller en 2024 parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire que le Sénégal, il y a des troubles, donc on ne peut pas continuer. Donc je pense que les Sénégalais ont eu cette, en tout cas, intelligentsia de pouvoir se mettre en bataille de chemin et puis dire à Ousmane Sonko que nous sommes là, petit à petit. M. Macky Sall va quand même essayer de revenir sur le droit. Donc, merci. Et je pense que j'ai une question pour Dabar. Dabar, j'espère que tu m'entends très bien. Dabar, activiste sénégalais. Allô Dabar, tu m'entends? Allô Dabar? Alors Dabar, tu m'entends? Ah oui, allô? Voilà. Dabar, est-ce que tu peux parler avec les Sénégalais et surtout plus précisément les Africains? Parce qu'on est à 7 semaines des élections au niveau du Sénégal. Et Ousmane Sonko est toujours en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer au juste? Est-ce que tu peux édifier les Sénégalais? Parce que certaines personnes ont des doutes. Est-ce que Ousmane Sonko va participer ou pas dans les élections que le Macky Sall est en train de préparer pour le 25 février? Est-ce que tu peux édifier les Sénégalais sur ça? Parce que c'est un peu complexe. Il y a des gens qui disent Ousmane Sonko doit participer par force, mais il y a certains qui disent que jusqu'à présent, on n'est pas sûr qu'il sera candidat ou bien même être le président de la République du Sénégal. Donc, comment tu peux édifier les Sénégalais et l'Afrique sur ça? Oui, merci Malik, merci, je vous remercie encore une fois donc de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce débat donc de Afrique-Info et je salue mes co-débatteurs, donc bien vrai que je ne maîtrise pas les noms, mais je leur transmets tous mes salutations et mes meilleurs vœux et bonne et heureuse année à tout le monde et à tout le peuple sénégalais et africain. Et tout le monde. Donc, voilà. La question à savoir la participation de Ousmane Sonko aux élections donc, de 2024, donc, tout en étant prisonnier de Macky Sall, si c'est possible ou c'est pas possible. Alors, moi, je me dis, à ce que je sache, c'est possible. Hein? C'est possible parce que d'autant plus que Ousmane Sonko est arrêté arbitrairement. Il est arrêté arbitrairement, il a été jugé arbitrairement, mais aussi ses avocats se sont battus. Le droit a été dit. Le droit a été dit. Donc, au moment où je vous parle, juridiquement, la candidature de Ousmane Sonko, Michel Ousmane Sonko, ne souffre d'aucune anomalie. Donc, il est éligible. D'ailleurs, c'est la preuve que son dossier est actuellement au niveau du Conseil constitutionnel pour donc, les cas de vérification de parrainage et quelque chose comme ça. Et en termes de parrainage, il est éligible, il passe. Donc, ceci dit que nous n'avons pas de doute et d'inquiétude sur sa participation. Maintenant, l'autre point à savoir, en étant en prison, est-ce qu'il peut participer sur les élections? Oui. Mais à ma connaissance, pourquoi on est arrivé à cette situation? Vous savez que Macky Sall a posé une stratégie. La stratégie du chaos, pour pouvoir chercher des alibis afin de repousser des élections. Et c'est de là que les Sénégalais avertis, certains journalistes pertinents, comme on peut citer exemple pour ne pas aller, qui en parlait beaucoup. Alors donc, ce coup de Macky Sall, la stratégie de Macky Sall justifie son vouloir continuer à rester au pouvoir. Parce qu'au fait, le candidat de Amadouba n'est pas le choix de Macky Sall. C'est le choix de l'Occident qui a été imposé à Macky Sall et qu'il a accepté. Donc, parce que tout simplement, en voulant forcer le troisième mandat, donc tout de suite, pour la France a jugé que c'était devenu une menace.
pour leurs intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour éviter ça, il fallait imposer un candidat que Macky Sall est obligé d'accepter, mais ce n'est pas son souhait. Alors, la stratégie de Macky Sall, tout en reculant, a posé un acte. C'est quoi? C'est essayer de poser une stratégie, de prendre un décret et de créer le chaos pour pouvoir rester donc, au pouvoir pendant 2 à 3 ans. Alors, compte tenu de cette situation, les Sénégalais ont reculé et laissé Macky Sall dans sa stratégie pour ne pas lui permettre d'avoir cette opportunité. Parce que c'est pas parce que les Sénégalais ne veulent pas se battre pour l'enlever. Il sortira de prison, Ousmane. Par A ou B, il sera libre. Il sera libre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons pas permettre à Macky Sall d'avoir une presse où il va s'introduire pour prendre un décret. Donc, si je te comprends bien, si je te comprends bien, on dirait que Macky Sall, quel que soit Alpha, il ne veut pas quitter. Il est en train de faire des scénarios qui lui permettront de rester ou de mettre quelqu'un qui pourra obéir à ses obligations. N'est-ce pas que c'est ça? Mais exactement, profondément, exactement, mais en âme et conscience, Macky Sall, c'est lui-même qui veut rester. C'est Macky Sall lui-même qui veut rester au pouvoir. Il n'est pas prêt à partir. Il n'est pas prêt à partir. D'ailleurs, l'annulation de l'investissement, de l'investiture du président Ousmane Sonko du 30 décembre. Oui, il y a anguille sur roche. Il y avait une stratégie bien planifiée pour permettre aussi, s'en profiter pour créer le chaos et prendre un décret et tout de suite refaire reculer les élections et rester. C'est Macky Sall en question qui veut rester. Il n'est pas prêt à partir. Alors, compte tenu de cette situation, je crois qu'il est raisonnable de ne pas lui permettre d'avoir cette faille-là pour pouvoir rester. Mais de continuer le combat avec une autre façon, intelligemment, comme on l'a fait, jusqu'à accéder, le dossier de Ousmane puisse accéder au Conseil constitutionnel et qui ne souffre d'aucune arme. Merci. Voilà la stratégie que nous avons posée pour ne pas permettre à Macky Sall de faire son jeu. Merci beaucoup Dabar, activiste sénégalais, activiste que tout le monde connaît. Donc Samba, allô Samba, tu m'entends? Allô Samba? Samba, depuis le Norvège. Samba, allô? Allô Samba? Allô? Voilà, Samba. Allô, oui, Samba, la question que je voulais te poser est que nous tous, nous savons que Macky Sall, il a arrêté presque plus de 1800 détenus. Et tous ces détenus-là sont des proches de Ousmane Sonko. Mais avec cette anomalie, mais comment le PASTEF, comment les membres qui sont regroupés autour de Ousmane Sonko vont réagir par rapport à ça? Parce que si ces gens-là continuent à être en prison, mais qu'est-ce que ces gens-là doivent faire pour qu'on puisse régler ce problème-là de Macky Sall? Parce qu'il s'est bien préparé, parce qu'il sait que ces jeunes-là, c'est la force vive de Ousmane Sonko et il les a tous mis en prison. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2024 et on est à 7 semaines du moins des élections. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Macky va les libérer? Merci Malik. Et bonne et heureuse année au professeur, à Serge et tous ceux qui participent actuellement en français. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci et de la part de tous les Sénégalais, de tout le travail que vous avez abattu à Tempo Afrique pour le compte du Sénégal. Merci, merci vraiment. Et Macky Sall a emprisonné beaucoup de patriotes. Et c'est des jeunes qui étaient les premiers à faire sortir les jeunes. Donc c'est on peut les appeler des têtes de file. Et c'est ces gens qui organisent les jeunes dans les régions et dans les départements. Donc il les a choisis parce que c'est des meneurs, c'est des rassembleurs. Ce qu'il faut faire actuellement, moi si tout le monde m'avait suivi, j'aurais éclaté la bagarre depuis très fort longtemps. Moi c'est mon principe, qu'il faut se bagarrer pour que Macky Sall arrête. Parce qu'il a trop fait, de mal, trop fait. Et donc, c'est des gens qui doivent, au moment des élections, siéger dans les bureaux de vote,
c'est des gens qui sont vraiment importants pour Pastef quand il sera temps de se présenter au bureau de vote, d'organiser les jeunes et de faire tout pour que les personnes âgées puissent voter à temps pour régler le problème avant 12 heures. Donc, il sait ce qu'il a fait. Et depuis qu'il les a arrêtés, vous avez vu que les gens ne sortaient plus. Et il y avait une entité de Dakar, par exemple, qui était avec Barthélémy Diaz, qui sortait plus parce que Barthélémy, on a compris et on a su clairement qu'il a même utilisé de l'argent pour empêcher aux jeunes de sortir à chaque fois qu'il fallait sortir pour protéger son corps. Tout ça, c'est connu maintenant. Et donc, nous demandons à Pastef de vraiment... Mais ces jeunes Malick, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manifesté qui était leur droit. Sortir, manifester. Et au lieu de les juger tout de suite et de les emprisonner peut-être pour 1 mois, 2 mois, on les met en prison pour 7, 8 mois. Et après, on ne les laisse pas sortir pour leur dire non, mais ça va, vous n'avez rien fait. Mais c'est quoi comme système? Donc, on a accepté trop au Sénégal que Macky Sall et sa milice emprisonnent les gens d'une façon arbitraire. On l'a accepté. C'est ce qui m'écoeure le plus. On a accepté ces choses-là. Ce n'est pas des décisions de justice. Par exemple, que Sonko est en prison, ce n'est pas une décision de justice. Tout ça, on l'a accepté. Les gens sont acceptés. Et pourtant, moi, je suis sorti à maintes reprises pour leur dire que l'opinion internationale est bien informée qu'il a utilisé 45 milliards pour des armements. C'est pourquoi il y a eu ces tueries avec des gens civils qui tuaient des manifestants à balles réelles et à bout portant devant la police et la gendarmerie. Tout ça, j'en ai parlé et que l'opinion internationale est informée qu'il n'y aurait plus de tueries. Il n'y en aura plus parce qu'ils savent qu'ils risquent gros. Donc, ils ne le feront plus. C'est pourquoi je dis aux jeunes et aux gens, au moment de laisser les jeunes faire le travail qui reste, parce qu'il n'y aura plus de tueries. Il n'y en aura plus. C'est fini ça. L'opinion internationale a les caméras braquées sur le Sénégal. Il ne va plus tuer de la peine, à plus forte raison tuer un être humain. Il n'y en aura plus. Donc, ce qu'il faut faire, surtout à l'égard de ce Conseil constitutionnel, parce que c'est des gens à qui on a prolongé leur âge de retraite et qui sont restés là-bas au Conseil constitutionnel pour attendre ce qui se fait actuellement, le triage des parrainages. C'est tout ce qu'ils attendaient pour pouvoir éliminer Sonko. Heureusement que ça ne s'est pas fait avant-hier ou je ne sais pas hier et que ça se fera le vendredi, le temps que le staff de Sonko puisse se préparer et que les gens puissent réfléchir d'autres façons de faire. Merci. Mais s'ils ne se prononcent pas le droit, il faudra que le peuple sorte. Moi, c'est mon avis. Je l'ai toujours dit. Parce que ces gens-là ne connaissent que le rapport de force. Sonko l'a toujours dit. Sonko a fait tout ce qu'il fallait faire. Tempo Afrique a fait tout ce qu'il fallait dire, a dit tout ce qu'il fallait dire. Les avocats ont fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça reste au peuple sénégalais. Et quand je dis le peuple sénégalais, c'est pas seulement les partisans de Sonko ou de Pastef, c'est le peuple sénégalais dans son ensemble. Parce que les gens de Benno Bokk Yakaar et de Pastef, APR de Macky Sall, c'est des fâchés. Tout le monde est fâché. Même ceux qui sont partisans de ces faux opposants, c'est des fâchés. Mais Samba, et ils vont se lever tous. Mais Samba, la question que je vais te poser est ça. Par exemple, est-ce que l'opposition intermédiaire, quand je parle de l'opposition intermédiaire, c'est l'opposition qui est entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Est-ce qu'ils ne vont pas créer un blocage concernant tout ce que tu viens de dire là, pour faciliter le chemin à Ousmane Sonko? Est-ce que ce n'est pas des prédils qu'ils ont créés, par exemple, ne serait-ce que pour bloquer Ousmane Sonko avec l'opposition intermédiaire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais cette opposition intermédiaire, justement, ne peuvent plus bloquer Ousmane Sonko parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont que 4 cartes de membres qui sont des membres de leur propre famille. Parce que les gens du quartier, les gens de leur ville, là où ils habitent, ne les suivent plus. Parce qu'ils ont reconnu que notre leader qui était opposant est maintenant dans le clan de Macky Sall. Donc, c'est leurs partisans, les ont tourné le dos. C'est des gens qui attendent le moment venu pour faire ce qu'il faut faire. Donc, ils croient être important avoir des militants, mais ils ne l'ont plus. Ils n'ont plus de militants. C'est des coquilles vides.
vide, je vous dis ça, merci. Je vous le dis. Merci. Les gens se sont prêts. J'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup. Ils disent clairement que maintenant nous avons compris que nos leaders sont des traîtres et que les traîtres, il faut les montrer que vous avez trahi. Ces gens attendent le moment venu. Mais c'est de leur source de vie. C'est comme ceux qui sont derrière Macky Sall, Benno Bokk Yakaar et APR. Ils gagnent leur vie derrière Macky Sall avec leurs mensonges et leurs magouilles et tout ce qu'ils font. Donc ces gens sont obligés de rester là-bas pour pouvoir gagner au moins ces 2 mois qui restent, les salaires qu'on leur donne, l'argent qu'on leur donne, en attendant que le jour J arrive pour qu'ils puissent faire ce qu'il faut faire. Ça veut dire voter Sonko pour régler le problème. Merci Samba. Prêt, Merci Samba. Merci Samba. Et je pense que il y a la présence de Kofi Bassa et de Marcel Kodji qui viennent de nous joindre tout de suite même dans l'antenne. Mais la question que je voulais vous poser, Kofi Bassa, en tant que juriste, aujourd'hui, si tu voulais faire la comparaison entre Faure Gnassingbé et Adamé, parce que je sais que tu es un Togolais, tu es un juriste activiste qui vit ici aux États-Unis. Si tu voulais faire la comparaison entre Macky Sall et Faure Gnassingbé et Adama, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Ok, je préfère plutôt faire, disons, 2 constats et je vais donner un conseil, ok, au président Macky Sall du Sénégal par rapport à Sonko. Le constat, c'est que tous les présidents disons, France-africains qui ont servi la France, ils ont toujours mal fini. Je n'en veux pour preuve que quand le président Blaise Compaoré du Burkina, qui a demandé à aller se faire soigner en France, on lui a dit net, non, non et non. Le président, l'ancien président Bongo, père, il a aussi demandé à aller se faire soigner en France. On lui a dit non, il est allé en Espagne où il a rendu l'âme. Ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce plateau solennellement à Macky Sall, c'est que quand vous servez la cause de la France contre votre peuple, contre Ousmane Sonko, quand le moment va arriver, vous n'aurez nulle part à aller. Vous savez que, prenez le cas de la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, ce n'est pas gratuit que dans ce moment-là, on a convoqué sa femme au tribunal en France pour abus de biens et autres là, qu'ils ont volé de l'argent et des fraudes fiscales et autres là. C'est parce qu'on est en train de voir la chute de Alassane Ouattara qui va arriver. Je voudrais dire, si je peux me le permettre, à Macky Sall, vous servez la mauvaise cause. Vous servez une cause contre les Sénégalais. Vous savez que le projet de Ousmane Sonko, c'est la libération du Sénégal, de la France. Ça ne veut pas dire couper les relations entre la France et le Sénégal, mais ça veut dire réviser les accords qu'il y a entre le Sénégal et la France. Et je voulais souhaiter et conseiller Macky Sall, qui encore pour le moment est le président du Sénégal, que s'il vend, il va vendre Ousmane Sonko à la France pour les pouvoir ou pour mettre son dauphin, M. Dia. Je vous dis, il va finir mal. Il n'a qu'à voir un peu l'exemple de Alassane Ouattara, de Blaise Compaoré et de tous ces présidents-là qui ont servi la France et qui ont été remerciés du revers de la main. Il n'a qu'à vraiment rentrer en lui-même pour dire que non, réconcilions-nous avec Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko, il défend les intérêts du Sénégal, mais il n'est pas contre les intérêts de la France. Ce qui se passe au Niger actuellement doit vraiment nous enseigner sur le comportement de nos politiciens. Le Niger dit réviser ses accords avec les partenaires, ça veut dire ne pas les renvoyer systématiquement, mais faire en sorte qu'il y ait un pays qui revienne au peuple. Je dis à Macky Sall, s'il m'écoute, il est sur la mauvaise voie. Il ne va pas être accepté par la France quand il va inverser Ousmane Sonko et en installant, disons... Mais Kofi Bassa, est-ce qu'on peut considérer Macky Sall comme un dictateur? C'est ça que je veux savoir. Mais
Et vous savez, nous allons aller aux définitions, si vous voulez. Non, je veux une réponse. Je veux une réponse. La réponse, c'est que quand vous êtes dans un pays, vous êtes président, et que vous foutez en tôle, en prison, tous ceux qui vous contestent, quand les gens sont pour le vous les gazez, ok? Et quand on tire sur les gens au Sénégal, je vous ai dit hier dans nos débats qu'il y a au moins 31 morts. Les gens disent que c'est plus élevé que ça, parce qu'ils ont osé demander à Macky Sall qu'on ne veut plus de vous, on veut un nationaliste. Donc, sur cette définition-là, Macky Sall est devenu un dictateur. Merci. C'est la réponse que j'attendais de vous. Donc, Marcel, pourquoi l'impérialisme domine toujours l'Afrique de l'Ouest? Marcel, voilà la question pour toi. L'impérialisme domine l'Afrique de l'Ouest. Écoutez, c'est nous-mêmes les Africains. D'abord, je vous salue, je salue tout le plateau. Bonne et heureuse année à tous nos confrères et à tous nos téléspectateurs. Et sans oublier à mes auditeurs, Miva Sera, que les gens, je les salue. Bonne et heureuse année à tous, à notre studio. À nos appareils même, il faut les souhaiter bonne et heureuse année parce que ça aussi, c'est que quand vous êtes dans le spirituel, vous avez le matériel aussi, il faut prier pour eux. Alors, pour dire l'impérialisme, c'est nous-mêmes. Quand nous allons, nous-mêmes, nous courons derrière les ambassades pour aller chercher des visas. Et demain, que l'impérialisme, c'est là. Au lieu d'investir dans nos pays, au lieu, nous préférons aller payer des châteaux à la côte d'Azur. Vous voyez? Et demain, nous créons que l'impérialisme, c'est quoi? C'est d'abord les gens qui viennent, c'est vous qui leur donnez des visas. Ils viennent vous exploiter. Ils viennent signer des contrats bidons avec vous et vous le sachez. Aujourd'hui, comme la France, les gens disent oui, la France, nos parents ou bien nos aïeux ou avant ceux qui ont signé dans les années 60 ne savaient pas parce qu'ils voulaient le pouvoir. Donc on vous dit, bon, quand on va vous donner le pouvoir, et on va, par un coup d'État, on va faire un coup d'État, on va vous donner le pouvoir. Vous allez nous donner 20%, 50%, vous allez payer des taxes à la France ou bien à notre colonie, l'histoire. Tous nos parents, nos aïeux ont été emprouvés aujourd'hui la jeunesse, la nouvelle génération est en train de comprendre qu'il faut un partenariat égal gaz. Je crois que c'est ce que Sonko a dit. Nous n'allons pas chasser à la pointe des pieds les Français, mais nous allons rediscuter. D'accord. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais ce n'est pas que crier, oui, impérialiste dehors, coca dehors, parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Ça, il faut que nos amis panafricanistes comprennent qu'il faut revoir les accords. Mais il dit que oui, impérialiste dehors, mais quand vous allez le chasser, il reviendra au galop avec d'autres moyens. Ça, c'est pour un cas violent ou un coup d'État passé, ou un terroriste qui va installer le terrorisme. Et tout cela, c'est le peuple qui est en train d'empathir. La population continue. Vous voyez, des bombes complètes dans les marchés, des histoires. Tout cela, c'est la cause de l'impérialisme. Parce que vous l'avez chassé, vous l'avez donné votre terre, vous l'avez accepté. Mais au final, vous voulez les chasser comme des moutons, ils ne vont jamais accepter, ils vont revenir au galop. Vous voyez? Donc, il faut négocier, parce que moi je souhaite, il faut négocier avec ces colons, ces anciens. Ils ont exploité nos terrains, ils ont exploité nos minerais, 30 ans, 60 ans, oui, c'est bon. Maintenant, la nouvelle génération, il faut leur dire, ok, vous savez, vous n'avez rien. Mais Marcel, j'ai une question de relance là-bas. On doit négocier ou on doit les faire quitter? Voilà le problème, parce que si nous prenons par exemple l'exemple du Niger, le Niger, ils ont pris la responsabilité de même brûler l'ambassade de France au Niger pour les faire quitter là-bas définitivement pour utiliser leur uranium. Donc on doit négocier ou on doit les faire quitter, Marcel? Parce que cette négociation-là, je ne pense pas que ça va marcher. Oui, moi, il faut renégocier les accords. Parce que les faire partir automatiquement, il y a périr à demain. Ils vont revivre sur d'autres moyens. Aujourd'hui, que les gens sont en train de créer l'Algérie qu'on est en train d'utiliser, comprenez, qui va déverser des mercenaires ou des djihadistes demain dans la sous-région. Ça aussi, c'est une corde au cou. Donc, au lieu de signer il faut revoir les accords. L'uranium, on nous dit que l'uranium, 1 kilo est vendu à 260, ou bien je ne sais pas le kilo, oui, non, le kilo, à 265, 70 aux États-Unis. Et voilà que
le Nigeria bénéficiait de combien? 20 dollars. Bien moins 20 dollars. Donc il faut revoir les accords. Mes amis, vous avez vendu durant telle année, cette fois-ci, c'est la nouvelle donne. Merci. Vous vendez combien vous le vendez à l'extérieur. On vous dit, voilà, nous, on vous donne ceci, on vous prend ceci, vous allez continuer d'exploiter, mais nous allons faire un suivi. Les virements, les banques, vous allez virer les banques dans notre compte, dans nos banques. Ça arrange. Mais dit que c'est comme le cas de Togo. Nos phosphates maintenant sont vendus. On verse l'argent dans les banques françaises. Et nous, on ne sait pas combien on verse dans les banques. Et la direction des phosphates est en France, à Lyon. Je crois que c'est à Lyon, Bordeaux. C'est plus cher. On prend le phosphate brut au Togo, on va le verser, les bateaux le prennent, ils vont le verser à Lyon. Maintenant, on fait l'extrait, on le revend à d'autres bateaux. Vous voyez? Pourtant, chez nous, notre plage, on a de l'espace, on peut vendre ce phosphate. Hein? On peut l'exploiter, on peut l'extraire, le travailler avant de le vendre. Vous voyez? C'est ça aussi ce que nous, les Africains, nous Merci Marcel. Merci Marcel. Je pense que je vais revenir sur le professeur Baloubi avant d'aller sur Serge, parce que ça devient un peu compliqué, parce que Marcel a dit qu'on doit négocier. Mais professeur Baloubi, si tu vois que par exemple les ressources minières africaines, les exploitations, les Africains gagnent au plus 5%. C'est ce qu'ils gagnent. 5%. Et l'Occidentaux, les impérialistes, ils gagnent 95%. Et je pense que c'est ce discours de Ousmane Sonko qui a fait bruit et que les gens ont dit que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qu'on doit éliminer sur la terre parce qu'il est en train de dévoiler certains secrets. Le Niger a compris et le Niger a dit que nos uraniums, nous allons l'utiliser comme nous le voulons, mais on ne va pas laisser l'impérialisme nous imposer ça. Mais professeur Baloubi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? On doit négocier ou on doit couper le cordon ombilical? Professeur Baloubi. Ton micro, s'il vous plaît. C'est une très bonne question, Malik Sall, mais je voudrais attirer ton attention à moins qu'il ne soit pas là, que le confrère Moussa Issifou est avec nous sur le plateau. Et je ne sais pas si tu le vois et qu'il est disponible. Je pense qu'il est en train de se préparer parce que je vois, mais son image n'est pas encore sortie. Donc, professeur Baloubi, Moussa, ton micro est fermé. Voilà, donc, si tu sors, il y a beaucoup de questions qu'on doit te poser. Donc, vas-y, je pense, Baloubi, tu continues. Professeur va nous joindre tout de suite. Oui, bien sûr, je comprends bien les explications que le confrère Kodji a données, mais de façon globale, je voudrais réagir autrement pour dire que, eh bien, la liberté, la souveraineté, ça ne se négocie pas, cela s'arrache. Il est vrai, je suis d'accord avec lui, qu'il ne va pas falloir chasser les gens, puisque dans bien des cas, après la colonisation, on ne les a pas invités, ils nous ont envahis, on s'est trouvé dans des situations où on n'avait pas de choix, on devait donc traiter avec le précaré français et la Grande-Bretagne, et que sais-je encore, les Portugais, Guinée-Bissau, Cap-Vert, l'Espagne, encore Guinée équatoriale, et le peuple sahraoui qui n'est pas encore indépendant. Vous voyez, mais il est temps, lorsqu'on parle peut-être de réviser les accords, je suis d'accord, je ne sais pas, c'est peut-être dans ce sens que parle le confrère Kodji, mais je pense quand vous avez traité avec des gens qui sont d'ailleurs imposés à vous, et que on vous a aussi imposé le franc CFA, est-ce qu'il faut négocier la libération donc de ce franc mortifère, de ce franc, n'est-ce pas, prédateur, de ce franc qui nous a tout arraché? Est-ce qu'il faut se mettre à négocier? Est-ce qu'il faut se mettre à négocier? Je pense que non, il faut plutôt mettre à bas la terre et des time-out. Un time-out, ça veut dire c'est le temps mort. Nous allons, n'est-ce pas, définir nos objectifs en tant que peuple voulant avoir notre liberté, notre souveraineté, et nous dictons maintenant les règles. Et c'est à prendre ou à laisser. Et je crois que si une ancienne métropole ne veut pas, on peut aller à une cour internationale, si cette cour encore est toujours efficace. Je pense que c'est courageusement ce qu'il y a de faire. Mais nous n'allons pas à coups de bâton ou bien à coups d'incendie chasser ceux qui, avec nous, sont restés
malgré la triste histoire d'esclavage et de colonisation, il y a quand même un peuple allemand, peuple anglais, peuple français, et nous sommes liés dans la globalisation, un sort commun, mais l'Afrique a ses priorités. Merci, merci, merci. Je pense que le professeur Moussa vient de nous joindre tout de suite à l'antenne. Et la question que j'ai pour le professeur, je pense que si tu regardes la sous-région au niveau du Burkina Faso, Niger et aussi le Mali et aussi en même temps la Guinée. Donc, professeur, 4 coups d'État. 4 coups de force. C'est des militaires qui dirigent ces pays-là. Est-ce que c'est la voie à suivre, monsieur le professeur? Merci, M. Malik. D'abord, je vais souhaiter une bonne heureuse année à mes co-panélistes. Tout le monde est là, le grand rendez-vous. Merci pour le travail que chacun de vous abat chaque jour. Je commence par Miva Seda, Lumière internationale, face à face vérité, et qui sais-je encore, la liste est longue, mais en tout cas, le travail est là, il est remarqué et tout le monde le voit. Donc, l'Afrique est fière de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'essentiel est fait. Et Tempo a déjà fait ce qu'il faut. En tout cas, on y reviendra. Alors, par rapport aux questions, je vais tout simplement dire qu'au commencement, c'était le coup d'État. Je pense qu'au finish, ça sera aussi le coup d'État. Vous vous souvenez, après les indépendances, il a fallu des hommes forts ici et là, pour certains justifier, pour mettre fin à un certain nombre de désordres dans leur pays. Même si à la longue, ils y ont pris goût et ça n'a pas marché. J'espère que les intentions qui ont animé les 4 militaires à prendre le pouvoir puissent être ces intentions-là nobles. Parce qu'aujourd'hui, à travers les capitales, c'est le peuple. Ce sont les peuples de ces pays-là qui demandent la lutte des militaires. Ce n'est pas que les militaires veulent faire irruption. Et comme vous le savez, quand vous regardez sur toute la ligne, les peuples attendent cela parce que nous avons eu des précédents où ça a marché. Lorsque Jerry John Rawlings prenait le pouvoir, d'abord après le coup de 79 au Ghana, les gens n'avaient rien compris. Les gens comme nous qui avions des parents au Ghana, on avait souffert parce que les frontières étaient fermées. Donc, Lord Rawlings a dit, nous sommes venus juste pour rétablir l'ordre, mais les civils peuvent faire le boulot. En 2 ans seulement, donc en 1981, Jerry John Rawlings a remarqué que la situation s'était empirée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la charge. Et c'est comme ça que pendant 20 ans, il a pu redresser le Ghana. Aujourd'hui, quelque chose qui va, celui-là qui va venir. Comme Rawlings lui-même l'a dit, je cite, il dit il faut faire en sorte que les institutions de la République deviennent si fortes que même si c'est le diable en personne qui verrait à être président, il ne pourra pas les modifier. Et de le même Rawlings nous a dit que lorsque un gouvernement martyrise son peuple avec la complicité d'une justice corrompue, il revient aux hommes entréhis de venir mettre fin, n'est-ce pas, à l'opprobre et de rétablir l'ordre. Je peux citer, quand vous prenez le cas du Mali, là où le coup d'État a commencé, vous avez vu le désordre qu'il y avait, des soldats qui étaient envoyés sur le front, au front, et à qui on refusait de remettre le nécessaire pour aller combattre les djihadistes. Vous avez vu le même cas au Burkina Faso. Même Damiba, état militaire, il collaborait avec les ennemis de l'Afrique. Au Niger, le président s'est permis de dire que les djihadistes étaient plus puissants que les forces armées nigériennes. En Guinée, vous avez vu, Papa Condé, on lui avait dit, il a refusé, et il a pu transformer sa justice en une mère marchande, n'est-ce pas, de son parti, dont le procureur a dit, moi ce que j'attends, arrêtez-les sans preuve, envoyez-les chez moi, je vais trouver des preuves pour les accabler. Lorsque vous voyez des choses comme ça, le peuple se dit, mais s'il vous plaît, nous on n'a pas de force,
on n'a pas d'armes. Alors il faut demander, n'est-ce pas, au pouvoir d'arrêter le pouvoir. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi nous attendons la même chose dans certains pays. Je ne veux pas citer les noms, mais vous connaissez ces pays-là où la justice est devenue des ailes marchandes du régime en place, où l'armée est devenue une béquille. Donc lorsque vous arrivez à convaincre cette armée-là, je pense qu'il faut nécessairement célébrer la prise de pouvoir par l'armée. Mais je dis, attention, nous allons les juger d'abord par leurs intentions, mais on va les juger par les actes qu'ils vont poser. Parce qu'en religion, là, on parle d'autre chose. Parce qu'en islam, on dit, lorsque tes intentions sont bonnes, en tout cas, tu es déjà récompensé des actes que tu vas poser. Tu vois, non? Et si tu as des mauvaises intentions et tu ne poses aucun acte, là, on ne te fait rien. Mais ici, en politique, nous ne jugeons pas les intentions parce que nous-mêmes, on attendait ça. Mais on veut qu'ils fassent quand même mieux que ces gens-là pourris. Se sont enchaînés et qui se sont fait des vassaux de leurs petits-fils qui en tout cas, qui est assis sur eux comme le chevalier de l'enfer, en train, n'est-ce pas, d'éroder avec eux à travers l'Afrique. Donc, je dis, les coups d'État, on ne les avait pas souhaités, mais nous disons qu'ils ont fait leurs preuves à un moment donné, et nous pensons qu'ils feront leurs preuves aujourd'hui aussi, puisque c'est nous qui demandons cela. Moi, là où je suis là, je demande, je réclame ça. Et ce n'est plus des coups d'État, mais c'est des coups de force, professeur. C'est des coups de force, mais qu'est-ce qui peut combattre la force? Dis-moi ce qui peut combattre la force. C'est ça? Il faut que le pouvoir combatte le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé dans les 4 pays. Non, c'est tout. Merci. Vous avez l'arme. Bon, mon arme que j'utilisais pour martyriser mon peuple, j'ai dit, je ne vais plus l'utiliser. Je vais te demander, à partir de cet instant, toi, je ne vais plus te protéger avec mon arme. Est-ce que ce n'est pas ce que Olivier, il s'appelle comment? Olingi Nguema dit, il est allé à OIM, au Grand Nord chez lui, il a dit, depuis quand il y a des élections truquées, c'est nous qu'on envoyait pour tabasser et tuer notre peuple. Aujourd'hui, nous avons dit que nous-mêmes, nous n'allons plus faire ça. On va arrêter ça, c'est pourquoi nous n'avons plus le pouvoir. Bon, moi je pense que si c'est ça leur intention, et c'est ce qu'ils vont poser comme acte, moi je pense que toute l'Afrique doit nécessairement solliciter, n'est-ce pas, l'arrivée des militaires au pouvoir avec des agendas clairs et des, comment l'appelle-t-on, des timelines, ça s'appelle comment, des délais bien définis. Merci. S'ils peuvent faire comme Ramis au Ghana, ils n'ont qu'à nous parler, nos maisons sont trop ça. Ils n'ont qu'à nous balayer tous ces criminels-là afin que la République, n'est-ce pas, vive. Merci. C'est tout. Merci professeur. Vous êtes sur Tempo Afrique TV, la télévision des Africains pour les Africains et par des Africains. Et je pense que Serge Niawa, la question est à toi parce que on est dans un monde tellement, je ne sais même pas comment le déterminer. Mais si nous voyons ce qui se passe au Sénégal, au Togo, au Bénin et dans d'autres pays africains où l'impérialisme s'impose toujours, mais quel est le rôle? Quel rôle le journalisme doit jouer sans ça? En tant que journaliste, Serge, il faut nous parler parce qu'il y a beaucoup de corruption dans ce monde entier, dans ce monde en ce moment, parce que surtout le Sénégal, je te donne un exemple au Sénégal, parce qu'il y a beaucoup de journalistes que l'État a corrompus, et aussi dans d'autres pays, par exemple comme le Togo, si tu dis la vérité, on te met en prison, sans hésitation. Mais où va la presse? Quel est le comportement que le journaliste doit avoir? Est-ce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités ou être corrompus comme on le voit chaque jour, Serge Niawa? Malik Kessal, c'est une grande question. Elle mérite aussi une réponse. Le journaliste, sinon le journalisme, c'est un métier noble. Voilà. On ne fait pas le journaliste parce qu'on veut être corrompu. On ne fait pas le journaliste parce qu'on veut apporter une information de soi-disant on dit. On ne fait pas du journalisme pour dire qu'on veut
on veut faire partie d'un parti politique. On ne fait pas du journalisme parce que on se dit exactement là, ce que les journalistes font, moi-même je vais en faire. Il y a deux types de journalisme. Il y a le journalisme traditionnel qui, lui, n'a pas de diplôme, il n'est pas professionnel. Et il y a le traditionnaliste, en tout cas professionnel, qui est allé à l'école, qui a fait ses études, qui a eu des diplômes. Donc, dans ces deux cas, le journaliste professionnel est la personne qui respecte la déontologie de ce métier. Lorsque vous allez au travail, il faut apporter les preuves. Il faut vraiment garder ses sources. Il faut savoir où vous tirez vos sources. Il faut avoir des éléments du matériel sur vous pour prendre en tout cas ces preuves-là. Et il ne faut pas amener une information qui va blesser celui qui est devant, faire de sorte que cette information puisse être dans les normes. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons du journalisme en Afrique, il y a sincèrement cette déontologie, mais elle n'est pas respectée. Parce que le journaliste est menacé, parce que le journaliste est voué à la corruption, parce que le journaliste, il n'est pas considéré. Mais je me demande, tous ceux qui sont aujourd'hui en Afrique, est-ce que, en tout cas, ils répondent aux normes du journalisme? Est-ce que chacun ne se lève pas pour dire que je vais faire ça? Est-ce qu'ils font le bon travail? Est-ce qu'ils apportent la bonne information pour ne pas énerver celui qui est devant? Donc, il faut d'abord aller sur ces pistes-là avant de pouvoir parler du journalisme. Mais Serge, prenons l'exemple de Ferdinand Haïté qui a quitté son pays. Et pourquoi? Ferdinand Haïté est la personne qui dénonçait tout ce qui était mauvais. Et il allait prendre ces informations. Il ne parlait pas de ce qui est mauvais parce qu'il informait les populations. Il donnait l'information aux populations. Informer, dénoncer, Malik, je pense que vous pouvez faire la différence. Mais quand il dénonce la corruption et ce que le gouvernement fait, il est déjà un élément à abattre. C'est un travail noble qu'il est en train de faire. Mais la protection de ce monsieur-là ne lui donne pas aussi le droit de dire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'est plus en chose, comment on appelle, au Togo. Parce qu'il dérange. Il donne les informations requises. Il va à la source pour, en tout cas, dire exactement, voilà, ce que les Togolais vivent. Ce qui se passe. Il va même directement au cœur du gouvernement pour dire, voilà ce qui se passe. Bon, quand un journaliste fait de cette sorte, il n'a plus la liberté. Il n'a plus cette liberté de rester parce qu'il est poursuivi. Et puis non seulement ça, on doit le mettre en prison parce qu'on lui dit que ouais, il fait le travail, mais ce qu'il a dit là, ce n'est pas conforme. Alors que exactement c'est ce que la personne a fait. Lorsqu'on prend l'affaire de 400 milliards, on prend le pétrole gate, ce sont des informations qui ont été fournies et ces informations sont bel et bien des preuves. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement a fait? En papier de pétrole gate, ils ont totalement pris, comment on appelle ce côté-là, ils ont enfermé. On ne parle plus de ça. Donc, pour qu'un journaliste fasse son travail, il faudrait qu'il soit vraiment libre. Il faudrait qu'il ait la liberté. Mais tant qu'il est emprisonné, regardez un peu à l'extérieur, comme la France, comme ici. Les journalistes ont bien cette liberté d'expression. Ils font leur travail. Et ils respectent réellement la déontologie de ce qu'il faut. Ils n'apportent pas des preuves qui peuvent compromettre. Mais des preuves, quand on leur demande demain, ils prennent les preuves. Mais le journaliste ne se pas... J'arrive. Le journaliste ne se permet pas de donner ces preuves-là à celui qui est devant ou bien déjà la police qui lui demande. C'est à son avocat. Il ne doit jamais donner ses preuves là où il les enlève. Il ne doit jamais... En tout cas, dénoncer où il enlève les preuves. C'est simplement son avocat qui doit être au courant de tout. Donc, le métier de journaliste, il est beaucoup noble, mais difficile quand il s'agit de rester en Afrique. Paisible et difficile quand il s'agit de rester aussi en Occident comme ici. Il faut bien travailler. Le professeur Moussa avait quand même dit quelque chose, même Marcel Codier. Il faut une négociation, le professeur a dit, avec les colons. Vous voyez, quand on prend l'histoire du Sénégal, le Sénégal, c'était une sous-préfecture de la France, c'était un quartier de la France, il faut le dire. Lorsqu'on connaît l'histoire, on ne dirait pas que, bon, voilà ce qu'il faut faire. Avec le Sénégal, il faudrait qu'il y ait une négociation. Avec le Mali, le Burkina Faso, vous avez vu
réellement la différence entre le Sénégal et ces pays-là. Même directement le Niger. Nous avons vu au Niger que celui qui a été placé, le Bazoum, n'avait pas été élu de manière démocratique. En tout cas, je dirais plus haut, parce que il fallait qu'on enlève quelqu'un, il fallait que Bazoum vienne pour essayer de couvrir un peu Issoufou. C'est ce qu'il a fait. Serge, je reviens sur la corruption des journalistes. Est-ce que cette corruption, en ce moment, n'est pas en train d'influencer les activistes? Parce qu'on dirait que les activistes sont en train de gagner du terrain. Les activistes sont en train de faire le travail du journalisme. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, à cause de la corruption, on dirait que le journalisme est en train de mourir, et l'activisme est en train de générer et de gagner un grand pas, parce que je pense que ça, Serge, il faut nous clarifier sur ça en tant que journaliste, s'il vous plaît. Si je vous dis qu'il n'y a pas de journalisme en Afrique, vous allez me dire, mais celui-là, il est en train de dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, le journaliste peut avoir ses diplômes, mais il est tenté par la corruption. La corruption parce que il n'est pas nanti. Ce qu'il fait, c'est pas payant. Ce qu'il fait, peut-être que il est obligé quand même d'aller en profondeur pour aller nourrir sa famille. Mais ce n'est pas du tout normal. Le journaliste ne doit pas être, en tout cas, corrompu. Parce que dès que la corruption se passe en même temps, là, ce n'est plus bon. Vous devenez totalement un activiste. Et l'activisme, c'est quelqu'un qui est payé, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Pour faire ce que la personne aime. Mais est-ce que le journaliste peut faire ce que la personne aime? Le journaliste doit être neutre. Il doit apporter des informations qui reflètent, en tout cas, l'authenticité de la réalité. Mais apporter les informations pour dire que bon, il est payé ou bien bon, encore, il est corrompu, ce n'est pas du journalisme. Merci beaucoup, Serge. Je pense qu'on a un appelant sur la ligne et j'aimerais bien que le professeur Moussa et le professeur Baloubi se préparent, parce que j'aimerais bien que vous nous donnez la place de Tempo Afrique TV par rapport à ce monde médiatique qui est vraiment corrompu. J'aimerais bien que vous donnez votre opinion dans ça, en disant la place, par exemple, de Tempo Afrique TV dans ça. Il y a quelqu'un sur la ligne? Allô? Oui, allô. Allô, oui, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Happy New Year. Je vais bien, vous. Happy New Year. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci. Vous avez le plateau de Tempo Afrique TV. Ils sont tous là devant toi. Vas-y. Ouais, non, c'est tout pour vous demander quelque chose. On ne voit pas Marcel Kody là. Donc, sur l'image, il ne se voit pas bien. Donc, ouais, donc. Merci, okay. merci. Donc, on vous suit. Oui, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'appelant, parce que Marcel Kody était bloqué par le titre là. Donc, Marcel. Donc, Dabar, tu m'entends? Dabar? Allô, Dabar? Tu m'entends? Oui, d'abord, voilà, parce que je viens de parler avec le journaliste Serge Niawa. Est-ce que tu peux nous donner la place? Comment l'activisme est en train d'évoluer dans le monde médiatique? Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Oui, merci de m'avoir redonné la parole, et je salue la pertinence du journaliste co-débatteur. Serge Niawa. Je ne maîtrise pas les noms. Au regard de l'activité, de la communication actuellement dans le combat que nous sommes en train de mener, je voudrais dire, je peux dire que la place de l'activisme est en train d'être confirmée, parce que tout simplement, d'après ma vision, l'apport que la position d'un activiste, c'est quelqu'un qui est là pour uniquement pour combattre l'injustice, dire la vérité, rien que la vérité, et avoir une position aussi neutre des fois, et voir l'intérêt général de la nation et défendre les intérêts de cette nation. Donc, si nous regardons comment le monde
de la communication, les journalistes, si nous prenons l'exemple au Sénégal, nous comprenons tout de suite, vous comprenez tout de suite que presque la quasi-totalité des journalistes au Sénégal, des chaînes de télévision au Sénégal, c'est des structures, c'est des chaînes de télévision, leurs propriétaires sont tous des gens corrompus, des patrons de presse qui sont tous corrompus, qui sont au service du pouvoir, mais jamais au service de l'information, c'est-à-dire informer juste et vrai. Ils sont aujourd'hui instrumentalisés par le pouvoir en place, dominés par la puissance de l'argent, parce qu'ils sont ils sont intéressés pour des retombées financières au détriment de l'information de la population. Donc, du coup, dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous avons vu que les activistes, aujourd'hui, même ont gagné la bataille de la communication. Parce que le peuple, enfin, la population sénégalaise a tourné le dos à certains médias qui sont là. Parce qu'en faisant leur analyse, ils ont compris qu'ils ne donnent pas la bonne information. Ils sont donc toujours du côté du pouvoir. Ça est là. Je peux donner un exemple. Donc, nous avons un star qui est là, qui, depuis qu'il a commencé, qui est rentré dans le monde des médias, il est toujours du côté du pouvoir, jamais du côté du peuple. C'est-à-dire, si je veux dire du côté du peuple, dire la vérité, rien que la vérité. Et vu cette situation, mais les activistes sont en train de gagner le terrain. Et nous sommes en train de dominer l'information. Bien vrai qu'on n'est pas professionnels, on n'est pas des journalistes, quoi, diplômés à la matière. Ils ont ce qu'on appelle télétypos. En tout cas, merci beaucoup. Mais Marcel Kodji, il faut nous dire ça, parce que Marcel, le problème en est que si tu regardes par exemple l'exemple du Togo avec Jean-Paul Omolou, tu vas au Sénégal avec le cas par exemple de Hassan Diouf, il y a beaucoup d'activistes qu'on a arrêtés et on les a considérés comme des terroristes. Marcel, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Pourquoi nos États, quand tu es là en train de dénoncer et de parler de la réalité, de ce qui se passe dans le pays et informer les gens, clairement, tu es considéré comme un terroriste? Marcel, pourquoi? Et en général, c'est le Sénégal, le Togo et je ne sais quoi d'autre encore. Marcel, on t'écoute par rapport à ça. Oui, écoutez, au niveau des influenceurs activistes dont on parle aujourd'hui, parce que, vous savez, là, il n'y a pas l'obligation de la déontologie de la presse qui les coupe. Et ils ne sont pas couverts par la HAC, ni rien. Donc, ils sont libres de leur choix. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils pensent. Et ils sont, aussitôt qu'ils ont l'information, ils ouvrent la caméra. Voilà que sur des chaînes, il faut d'abord traiter l'information, il faut voir le boss, il faut voir, bon, tu passes à l'antenne, la tête. Voilà l'activiste, lui, en même temps, même s'il mange, vous les voyez, même ils sont en voiture, maintenant c'est à la mode, maintenant ils sont dans la voiture même, ils font leur truc là, ils passent leur message. Vous voyez? Donc, c'est ça aujourd'hui qui est à la mode. Bon, bien sûr, ils apportent. Il y a d'autres qui disent vrai, d'autres qui, bon, chacun a son activité. On voit des gens qui sont contre le pouvoir, des gens qui soutiennent le pouvoir, qui font la cervelle à sa population. Le chef d'État est comme ça, Macky Sall est comme ça, celui-ci. Pourtant, il sait que ce qu'il dit, c'est faux. Parce que là, c'est les billets des banques. Compris? Pour la plupart, c'est les cracks de l'argent. Quand tu vas monter sur ta caméra, oui, il faut dire ceci de moi, il faut dire... Il y en a plein. Il y a d'autres qui sont quand même réels, qui sont forts, comme les Omolo, qui disaient la vérité. Tout ce qui entendaient, tout ce que les gens lui donnaient comme information. Et ils disaient au pouvoir. Mais ça faisait mal au pouvoir. Voilà. Là, lui, il est tombé dans le piège. Et le pouvoir lui a dit, ah, voilà, tu nous faisais mal. Tu racontais des histoires sur nous. Voilà, on va te couper le pont, on va te garder en prison. Et c'est fini. Mais pourtant, ils pensent que Omolou a arrêté, mais les informations continuent. Et c'est aujourd'hui, on voit beaucoup d'activistes, et là, au vu des panafricanistes, là, qui donnent des informations dont le pouvoir ne peut pas empêcher. Voilà, avec les activistes, personne ne peut pas les empêcher. Soit
c'est quand on les désactive avec Facebook, on les signale. Ça, c'est là le mal. S'ils ne sont pas désactivés, vous comprenez que quand ils... Et puis, ils sont très, comment la dire, ils sont très habiles. En même temps, quand vous les voyez, ils ouvrent un autre compte, avec un autre nom, avec un autre profil. Et le travail continue. Pendant que nous qui sommes sur les télévisions, nous, on ne peut pas le changer. Les télévisions, vous n'avez pas à faire le jeu au pouvoir. C'est ce qui fait qu'ils gagnent le terrain. Tous ceux qui savent bien parler, tu sais bien parler, allez, ils sautent sur une caméra, et allumer la caméra, élu la caméra, allez, ils commencent à parler. Mais ça apporte aujourd'hui peut-être à la communication. Parce que certains de ces activistes, quand même, ils donnent des bonnes informations. Au moins, on a dit quand même à côté, ah, celui-ci a dit ceci. Vous voyez le cas de, comment on appelle Chrissy Happy. Chrissy Happy, mais nous tous, nous sautons sur les histoires de Chrissy Happy pour voir que, parce que les enquêtes, ce qu'il fait, on ne sait pas quel est ce robot, où est-ce qu'il détient les informations. Et on sait que ce sont des informations vérifiées. Même les gens du pouvoir. Oui. Bien sûr que nous, ici, à Tempo, on ne fait pas le activisme, on ne fait pas le noir. Mais écoutez, si je vais vous dire que notre premier téléspectateur, c'est les gens du pouvoir. Parce que nous sommes libres. Et nous sommes libres ici. On dit tout ce qu'on pense et ce qu'on veut du régime. On les critique. Le professeur Moussa, Koji Marcel. Et on dit, ah, qu'est-ce que Koji a encore dit sur l'antenne aujourd'hui à Mivacélé? Allez, vous voyez, qu'est-ce qu'on a dit encore sur Chronique? Au grand débat, qu'est-ce que les gens disent, vous voyez? Donc le pouvoir veut savoir qui nous donne les informations. Où est-ce qu'on apprend ces informations? Vous voyez? Et d'autres savent que nos informations sont crédibles. Vous voyez? Et voilà aussi, c'est ça. C'est la différence entre l'activisme. Merci, merci, merci. Merci, Kofi Bassa, en tant que juriste, parlons un peu de la légalité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit laisser continuer, c'est-à-dire l'activisme, ou les gouvernants ont le droit d'arrêter ce qu'on appelle l'activisme? C'est un droit, en matière de droit, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que les gouvernements peuvent arrêter ça? Parce que ça ne les arrange pas, parce que les activistes sont là en train de dévoiler certains secrets que les gens la cachent. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kofi Bassa? Ben, c'est leur droit, mais ce que je voulais vous faire relever, c'est me focaliser sur le cœur du débat aujourd'hui, qui est le Sénégal, et surtout le président du Sénégal, l'actuel président Macky Sall. Vous savez, s'il y a un homme politiquement plus béni au Sénégal, c'est Macky Sall. Le gars là, il est allé avec des bourses de l'État du Sénégal étudier en France. Il est revenu avec son doctorat en finance. Mais ce qu'on appelle ici aux États-Unis le principe de giving back to the community, ça veut dire que vous avez eu de la chance et vous repayez la communauté qui vous a favorisé. Mais ce que Macky Sall a été de faire, c'est que au lieu qu'il a été, disons, président du Parlement et ministre des Finances, Premier ministre et aujourd'hui président de la République, il doit tellement à l'État du Sénégal, mais he's not giving back to the community. Parce que si, normalement, Abdoulaye Wade, on peut le traiter de tous les noms d'oiseaux, ok? Si Abdoulaye Wade avait voulu être ce dictateur-là, je vous dis que Macky Sall ne serait jamais même président, candidat à la magistrature suprême du... Mais Kofi Bassa, est-ce que Macky Sall, Faure Gnassingbé et autres présidents africains ont le droit d'arrêter les activistes? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis, et je suis précis encore, que si Abdoulaye Wade avait fait à Macky Sall ce que Macky Sall fait en Ousmane Sonko, disons, Macky Sall n'aurait jamais été même candidat et encore dans la même mesure être président du Sénégal. Et vous savez, si Abdoulaye Wade avait voulu faire de la dictature, ben, elle aurait pu supprimer Macky Sall d'être candidat, même s'il gagnait, comme on le fait au Togo et dans d'autres pays, pour qu'il soit président. Ce que je vous dis, c'est que giving back to the community n'est pas fait par Macky Sall au Sénégal. Parce que normalement, et je le répète, je vais insister dessus, si Abdoulaye Wade avait voulu écarter
Macky Sall de la candidature de la présidente, comme Macky Sall écarte Ousmane Sonko, mais Macky Sall ne serait jamais devenu président au Sénégal. Donc, ce que je voulais dire, je vais chuter bientôt, c'est que, vous savez, quand la nature vous fait un don, vous bénir, vous devez bénir les autres personnes qui sont sous vous et sur vous. Ce que fait Macky Sall à Ousmane Sonko, Abdoulaye Wade n'a pas fait ça contre Macky Sall. Abdoulaye Wade avait tout le pouvoir de refuser, barrer la route à Macky Sall d'être président, même si les gens vont crier que c'est la dictature, mais Abdoulaye Wade devait le faire. Et quand Abdoulaye Wade a constaté son échec, il s'était incliné, il a dit, je sors par la grande porte. Mais le gars là, qui nous a dit, rappelez-vous bien, vous l'avez fouillé, que si Abdoulaye Wade refusait de partir, qu'il voulait manipuler le troisième mandat, qu'il aurait appelé les gens, les jeunes, à aller sortir, déloger Abdoulaye Wade de son palais. Mais lui maintenant, si on appliquait la même loi contre lui, est-ce qu'il serait encore là-bas? Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas rentrer dans le juridisme. Non, je suis dans le social cette fois-ci. Et je dis que le comportement de Macky Sall contre Ousmane Sonko, vraiment, c'est du désastre. Lui, Abdoulaye Wade ne lui a pas fait ça. Mais lui, il fait ça à Ousmane Sonko. Où est la légalité? Donc, je vais chuter pour dire que Ousmane Sonko, normalement, Macky Sall devait lui permettre d'être candidat, qu'ils aillent compétir sur un terrain normal avec son premier ministre, M. Diaz. Mais ce que fait Macky Sall, c'est que Ousmane Sonko ne doit pas être candidat à tous les prix et il travaille pour la France. Et ce sont les ordonnancements. C'est l'ordonnance de la France, d'Emmanuel Macron, parce que Ousmane Sonko a eu le malheur de prôner l'indépendance du Sénégal comparé à ce qui se passe dans les pays de l'AES. Et c'est pour ça que la France et Macky Sall sont en train de barrer la route à Ousmane Sonko. Merci. Merci Kofi Bassa. Et je pense que Malik, oui. Je crois que ta question n'a pas été répondue parce que tu voulais savoir quelle est la différence entre Macky Sall et Faure Gnassingbé dans l'activisme. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall, il jette les activistes en prison. Faure Gnassingbé aussi le fait. Voilà. Moi, je pense que... Si vous permettez juste une minute, M. Kodji, je vais répondre. Oui, s'il vous plaît, ça nous fera vraiment plaisir. Parce que c'est la question, parce que tu es le seul juriste dans ce plateau, donc c'est pour cela on t'a posé ça. Monsieur Kodji, la différence c'est que Macky Sall joue à la dictature ouverte, mais Faure Gnassingbé se fait cacher. Parce que vous savez, Faure Gnassingbé, tantôt, il est l'ami de l'AES, surtout du Burkina Faso et du Niger, et tantôt, il est à côté de la Russie, tantôt, il est à côté de la France. La différence, c'est que Faure Gnassingbé joue au malin. Voilà. Merci beaucoup Kofi Bassa. Et je pense qu'on va faire notre presque avant-dernier tour de table avant de donner à professeur Moussa de souhaiter les meilleurs vœux de Tempo Afrique à tous les auditeurs de Tempo Afrique TV. Donc professeur Baloubi, aujourd'hui c'est le 1er janvier 2024. Qu'est-ce que les auditeurs de Tempo Afrique TV attendent de vous en tant que pionnier de Tempo Afrique TV? Enfin, je peux dire que d'abord, je dois me prosterner devant tous ceux qui étaient là avant mon arrivée. Je vous salue, vous qui avez eu l'amabilité, l'ingéniosité de créer Tempo Afrique TV. Si Tempo n'existait pas, il fallait le réinventer. Merci pour le travail que vous avez abattu. C'est ce travail qui m'a attiré d'ailleurs. C'est ce travail qui a réveillé en moi ma vocation que j'avais depuis que j'étais au lycée. J'étais de la presse écrite. J'écrivais dans la Béansinoise. Et je suis allé aussi à l'université et j'écrivais aussi dans le Daily News de la presse écrite. Donc j'ai appris mon métier. Allô, et j'ai fait... Oui, Samba, tu es revenu?
Yeah, vas-y. Et j'ai alors embrassé le chemin de langue et culture linguistique appliquée et la communication. Je crois que ça englobe, tout cela englobe le journalisme. Parce que le journalisme, c'est quoi? Et cela m'oblige à revenir sur une question. Et si je dois donc donner le conseil, je ne donnerai pas de conseils parce que je voudrais bénéficier des conseils plutôt pour dire que effectivement il y a une grande différence entre activisme et journalisme. Et vous avez exprimé une inquiétude, Malik Sall, une inquiétude qui est légitime, c'est-à-dire que l'activisme est en train de prendre le pas sur le journalisme, qu'il soit classique et qu'il soit donc de la presse écrite ou de l'audiovisuel ou bien sûr les réseaux sociaux, voire les TIC, technologies de l'information, de la communication. Je vais vous dire que généralement dans presque tous les dictionnaires donc en français, les mots en isme, il y en a plusieurs, mais ils sont sectionnés en deux catégories. Vous allez constater que certains ont une coloration donc péjorative, donc négative, et il y en a qui vraiment, on ne peut pas les découper, sinon prisme serait négatif alors que prisme n'a pas un radical bien défini, sinon vous allez rentrer dans une dichotomie. Tout ce qui est en isme, on a commencé par dire c'est mauvais et ça sent mauvais. Vous savez quoi? À partir de communisme, socialisme, les gens, on les appelle de la gauche. Tout comme si il n'y avait pas, s'il n'y avait pas la gauche, est-ce qu'il y aurait la droite? Donc, on doit beaucoup se méfier de ceux qui disent généralement les mots en isme sont mauvais. Sinon, journalisme serait mauvais. Mais journalisme, ça vient donc de journal. Le journal, c'est quoi? Il s'agit de l'information. L'information, ça vient d'où? Ça vient de nos scribes, ça vient de nos griots. C'est très important qu'il y avait le rôle donc de gongonner les crieurs publics pour disséminer l'information. Le crieur public, le gongonneur, n'avait pas le droit, il n'avait pas l'autorité de déformer l'information. Vous voyez, il n'était qu'un messager. Mais tout en étant un messager, il y avait quand même l'esprit de créativité parce qu'il ne faut pas aller gongonner pour que le jour J, personne ne se retrouve à la cour royale ou bien chez le chef du village. Alors, on taxerait le messager de quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail. Il ne faut pas comporter aussi de fausses informations. C'est très important. Le journaliste, donc, je dirais que oui, dans une large proportion, doit être neutre. Mais y a-t-il des hommes et des femmes neutres dans la vie? Vous avez toujours, malgré vous, votre opinion qui doit transparaître un tant soit peu. Parce que, vous voyez, l'homme est ce qu'il est. Mais notre métier, comme quelqu'un l'a dit, la déontologie du métier, eh bien, parce que ça a des règles, la moralité, l'éthique et tout cela, il faut s'y conformer rigoureusement. Et lorsque vous ne faites pas cela, que vous portez atteinte à ces règles, vous vous trouvez en porte-à-faux, c'est-à-dire vous mettez en danger et vous n'êtes pas crédible. Il faut apporter des informations crédibles. Je vais me résumer pour dire, alors que les journalistes sont comme les enseignants, parce qu'après tout, enseigner, c'est informer. Et informer, c'est éduquer. Donc, quand vous êtes enseignant, vous êtes journaliste, vous informez, vous êtes communicant, vous devez assumer le rôle donc d'éducateur, d'éveilleur donc de conscience. Et en dehors de l'éveil de conscience, il faut donner la preuve soi-même. Il faut être un modèle. Mais on ne finit jamais d'apprendre. Il n'y a pas de modèle parfait dans ce monde. Par contre, l'activisme, s'il faut le définir de façon classique, l'activisme est un peu négatif selon le dictionnaire français parce que c'est une attitude donc politique. L'activisme est partisan. L'activisme a toujours son côté déjà défini qu'il veut défendre. L'activisme a un agenda. Et vous voyez, ça pousse parfois les gens à l'extrémisme, pour ne pas dire à la violence. On ne contrôle pas, on ne maîtrise pas nécessairement les règles qu'il faut et que les journalistes observent.
Donc, c'est deux mondes à part, mais ça ne veut pas dire qu'un journaliste ne peut pas être activiste ou qu'un activiste ne peut pas être journaliste. Merci, merci professeur. Et je pense que j'avais oublié Samba. Je pensais qu'il était en train de dormir, mais Samba est là présent avec nous, bien qu'il fait tard là où il est. Donc Samba, s'il vous plaît, je vais te laisser réagir par rapport à tout ce que tu as entendu ici et donner votre mot de fin parce que je sais que tu es fatigué, parce que tu as passé toute la journée avec nous. Sincèrement, Tempo Afrique vous remercie. On ne doit pas te remercier parce que tu fais partie du groupe, tu fais partie de Tempo Afrique et Tempo Afrique est ta famille. Sincèrement, Samba, merci beaucoup. Samba, on te donne la parole. Vas-y, on t'écoute. Eh bien, je vous remercie et vous félicite encore et tout Tempo Afrique. Et bonne et heureuse année encore une fois. Et pour résumer tout ce que j'ai... En fait, je suis là, je n'étais pas parti, j'ai toujours été là. Et je vous écoutais et vraiment parce que c'est formidable. Et je dirais deux mots que je vais prononcer d'une façon claire. Par défaut. Par défaut. Et par défaut, pour moi, se traduit en... Avant, on disait que les métiers, les professions se transmettaient de père en fils. Et on aimait être journaliste, on aimait être policier, on aimait être médecin, parce que son père, son grand-père le faisait. On aimait être magistrat. Mais dans beaucoup de pays en Afrique, ce n'est plus le cas. Parce que par défaut est devenu très fréquent par défaut. Et si je résume en disant que la compétence, et la tolérance, la persévérance, l'honnêteté, c'est des mots qui sont très importants pour moi. Quand je venais en Europe il y a 32 ans, mon père m'avait dit, là j'avais 27 ans, 26 ans, 27 ans, me disait, partout où tu seras, respecte la loi et les règles qui sont là-bas sur place. Et c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai vécu ici 32 ans. Mes enfants sont nés ici et ils ne connaissent pas ce que c'est les détails. Quand je leur explique ce qui se passe au Sénégal, ils ne comprennent pas. Ils se disent non mais comment ça? Parce que nous vivons dans un pays où, et je sais que vous le savez vous tous qui êtes au plateau, que ce qui se passe ici, là où nous vivons, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Donc les problèmes sont africains, surtout ouest-africains je dirais, et qu'un journaliste peut être corrompu, et un journaliste peut être pris avec un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'il avait. Là, il quitte parce qu'il a trouvé autre chose. Mais qu'on reste là où on est et qu'on se permet, qu'on accepte d'être corrompu pour faire un sale boulot. C'est malhonnête. C'est devenu ouest-africain. C'est ce qui me fait mal le plus. Ici, là où je suis en Suède, en Norvège du moins, je vois pas ça, je comprends pas comment en Afrique de l'Ouest, on est devenu ce qu'on est devenu. Comment on peut accepter? C'est les peuples qui acceptent. Hein? C'est que les gens, comme Macky Sall, font ce qu'ils font, c'est parce que les peuples ont accepté. Les peuples acceptent que les dirigeants fassent ce qu'ils font. Et là, c'est devenu du régulier, c'est devenu comme si c'est normal, et parce que les gens ont accepté. Tant que les peuples acceptent qu'une personne ou une entité fait comme il veut, et que, comme elle veut, et qu'on l'accepte, ça va continuer comme ça pour toujours. Et nous n'aimerions pas laisser ce genre de choses avec nos enfants et nos petits-enfants. Il faut qu'on le règle actuellement. C'est ça le problème de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on le règle. C'est le moment de le régler. Que De Gaulle a écrit des papiers avec Senghor, qu'ils ont mis dans des tiroirs. Un tiroir qui s'appelle Sénégal, un tiroir qui s'appelle Côte d'Ivoire. Et il faut traiter cela. Chaque président français qui vient règle ce problème avec les présidents africains qui suivent, comme je dirais, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Macron est en train de régler les mêmes choses que De Gaulle avait écrit avec Senghor. Et là, c'est accepté comme ça, comme si les assemblées n'existent pas. Ici, en Europe, en Occident, on règle les problèmes à l'assemblée, on les règle là-bas.
Comment? Mais de façon à ce que les gens acceptent que c'est ça qui est valable et on les applique. Et pourquoi acceptons, n'imposons pas que les choses se traitent à l'Assemblée? Un président n'a plus le droit d'aller signer des contrats par-ci, là, par-là, sans l'accord de l'Assemblée nationale qui est la représentation du peuple. Il faut que ces choses soient apprises dans les maisons, dans les villages, que les gens comprennent la valeur de l'Assemblée. Il faut qu'on le règle définitivement pour ne pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, des problèmes qui vont continuer et 100 ans encore. Ça ne va pas finir si on ne le règle pas tout de suite. Ce qu'on appelle coup d'État, ce n'est pas des coups d'État, c'est des coups de gueule. Je ne les appelle pas coups d'État, parce que les choses doivent être réglées. C'est réglé dans 3 pays dans le Sahel. Le Sénégal peut être le 4e, mais il faut que les gens comprennent que c'est en sortant, en réglant le problème définitivement. Si on avait fait sortir Macky Sall de ce palais-là en 2021, on n'en serait pas là, qu'il va organiser ou repousser les élections. Si nous sortons, il va repousser les élections. C'est ça la mentalité des Sénégalais actuellement, aujourd'hui. Il ne faut pas sortir parce que sinon il va pousser les élections. Mais il n'a qu'à pousser les élections. De toute façon, lui, il ne sera plus là parce qu'il n'est plus du parti. Il va partir le 25 février 2025. Là, au moins, on aura des militaires qui vont gérer le pays en attendant qu'il y ait transition. Il faut qu'on le règle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, ici où je suis, quand je suis arrivé ici, j'allais au lycée, j'allais apprendre. Je suis venu ici en tant qu'assureur. Quand je venais ici, je faisais l'assurance là-bas au pays. Mais quand je suis venu ici, j'ai changé de métier. Je suis devenu électrotechnicien. J'ai fait ma formation ici. Je suis devenu technicien. Et j'ai changé complètement de l'assurance à l'électricité. Comme ça. Parce que les gens ont cette possibilité. Mais là-bas, on ne l'a pas. Même ici, là où je suis, on apprend aux enfants à l'école primaire, à mes enfants, je les suivis, on leur apprend comment on vote, quels sont les partis. Et on les apprend le tout au départ, à bas âge. Au Sénégal, les gens qui ont 18 ans aujourd'hui pour voter ne savent même pas comment Macky Sall est venu au pouvoir. Donc on les apprend De Gaulle et Faidherbe et ces conneries de merde jusqu'à maintenant et que des matières dont ils n'ont même pas besoin. Merci. Les gens nous ont dépassé. L'Afrique est restée là-bas. Quand Sarkozy se permettait de dire que l'Afrique n'est pas au rendez-vous, n'est pas dans l'histoire, mais on se fâche. Mais il faut reconnaître qu'il faut apprendre aux enfants ce que c'est que l'Assemblée, ce que c'est qu'une carte de vote, ce que c'est qu'une carte d'électeur, pour qu'ils puissent comprendre que c'est eux qui gèrent le pays, mais ce n'est pas Macky Sall. Macky Sall ne doit pas aller acheter un avion de 60 milliards alors qu'il y a des abris provisoires, là où les enfants font leur devoir sous le soleil ou sous la pluie, alors qu'ils achètent un avion de 60 milliards. C'est ça l'Afrique. Il n'y a pas un président européen qui ose acheter une voiture avec l'argent. Ici, un ministre a démissionné à la télé en direct parce qu'elle s'était permis. Elle avait oublié sa propre carte bancaire à la maison dans une autre sac. Quand elle a utilisé une autre sac avec une carte bancaire qu'elle ne pouvait utiliser que pour recevoir un homologue étranger qui est venu dans le pays et pour l'inviter à un restaurant ou quelque chose. Elle a utilisé cette carte parce qu'elle avait oublié, pris une autre sac. De sac à main pour aller au travail. Et ce jour-là, elle a acheté une robe de 8000 francs. C'est une valeur de 8000 francs qu'elle a utilisé la carte de l'État. Et quand elle paye à la caisse, on l'appelle directement par téléphone depuis le service des impôts. Directement, on la convoque à la télévision nationale. Elle vient, on coupe la carte en 4 morceaux et elle démissionne sur place. En direct. Merci. Et elle s'excuse devant le peuple. C'est ça, une gérance des affaires de la cité. Merci. Et c'est pas comme ça se fait en Afrique francophone. Moi, je suis vraiment navré de continuer à parler de cette Afrique. Merci. En tout cas, le combat continue.